Alors, on va vous présenter rapidement cette table ronde et le principe de fonctionnement. Donc, tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. En fait, on a quasiment placé toutes les places très très rapidement. Et il paraît que les entrées se négocient au marché noir à plus de 500 euros, mais je n'ai pas une information confirmée là-dessus. Donc ça montre bien qu'il y a un fort intérêt quand même sur ce sujet. Alors, je vais faire un petit sondage rapide, parce que c'est très interactif. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs du web dans la salle? Merci. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens, voilà, effectivement, Jean-Marc, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le web comme agence? Quelques agences. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans des grands groupes sur les aspects digitaux? Voilà. Donc, c'est Je crois qu'il y a aussi extraordinaire. beaucoup de personnes qui viennent du conseil et de la finance. Hein. Du conseil, il y a des gens Conseil du finance. conseil. Ouais, voilà. Et de la finance, Voilà. fonds d'investissement, il y en a aussi pas mal. Ouais. Alors, je pense que tout le monde va trouver des informations intéressantes parce qu'on a quand même des intervenants de grande qualité que Soisac va présenter. Bon, les enjeux du digital, on ne va pas les rappeler, ils sont très importants. Comme le disait Gilles dans sa très très bonne introduction, aux États-Unis ou en Israël, ça représente 6-7% du PNB, ou je pense que Gilles donnerait des chiffres plus exacts. En France, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a des discussions un petit peu parfois, on a un discours un peu amer, un peu sinistrose. En même temps, on voit qu'on a des succès très très importants. Donc, je ne vais pas les citer de façon exhaustive. Hein. Deezer qui est représenté ce soir, Dailymotion, Allociné, Mythique, Vente Privée. Donc, une fois qu'on a dissipé ce nuage de sinistrose, où est-ce qu'on se situe vraiment? Donc, on va essayer d'y répondre ce soir en travaillant autour de 4 thèmes. Donc, le premier thème, c'est l'environnement social et légal. Donc il y a une actualité qui est chargée, on ne parlera pas trop des pigeons, on fera un petit focus quand même sur l'actualité de cette semaine, sur le pacte de compétitivité. Deuxième thème, c'est au-delà du politique, et on veut vraiment discuter d'autre chose que de cette actualité politique. Est-ce qu'on n'a pas un problème plus profond au niveau de notre culture? Est-ce que le fait d'être français, ça nous aide ou est-ce que ça nous dessert pour réussir dans le digital? Est-ce qu'on a autant le goût de l'innovation? Est-ce qu'on a autant le sens de l'entreprise comme aux USA par exemple? On posera cette question. Troisième thème, c'est un point qui était important effectivement dans ce que disait Gilles, les savoir-faire. Est-ce qu'on a clairement des talents spécifiques au niveau du développement, au niveau de l'informatique, au niveau du graphisme en particulier? Ces talents sont reconnus. Est-ce qu'on sait les cultiver? Est-ce qu'on sait les développer, les garder? Est-ce que nos écoles, donc là on a pas mal d'alumni de deux écoles prestigieuses, est-ce qu'elles jouent leur rôle? Donc on posera la question. Ensuite, dernier thème, qui est effectivement un facteur clé de succès important, le financement. On va voir si c'est encore possible de financer ces sociétés en France et surtout de les faire grossir pour qu'elles atteignent une taille internationale. En conclusion, on gardera le meilleur pour la fin. Pour les entrepreneurs, on posera la question de quels sont les bons conseils donnés par les personnes qui sont autour de cette table pour réussir en France, à la lumière de l'expérience des gens qui sont là. Voilà, dernier mot, donc avant de lancer le débat avec Soisac, on va essayer de faire tout l'inverse d'un débat politique. Hein, donc on va essayer de faire un débat qui soit le plus concret possible, assez factuel et assez positif. Donc on va essayer de débattre dans la bonne humeur, sans se cacher des problèmes. Voilà. Et puis, dernier point très important, il y a du Wi-Fi gratuit, financé grâce au COP digital, et vous pouvez poster des questions sur Twitter. Vous avez le hashtag ici. Voilà. Sur ça, je te laisse la parole pour Effectivement, présenter. sur le Wi-Fi, on l'a payé très cher aussi, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Utilisez au maximum. Voilà, exactement. Et donc, pour commencer cette table ronde, je vais présenter très rapidement les intervenants de ce soir. Je vais commencer par Simon Baderou, en fait, qui nous fait l'honneur de sa présence. Simon Baderou, en fait, est directeur général de Deezer France. C'est aussi un entrepreneur puisqu'il a créé 2 sociétés spécialisées dans le conseil en marketing qui s'adressaient à des clubs et des fédérations sportives. Ensuite, on a Grégoire Lassalle aussi qui est présent avec nous. Grégoire Lassalle est président, directeur général d'Allociné, que j'imagine tout le monde utilise ici. Donc voilà, il avait été en fait directeur marketing de Pathé en 91 jusqu'en 98. Et si mes souvenirs sont bons, Santiago me disait qu'il a racheté Allociné à sa société pour la développer. Et voilà. Ensuite, on a à ma gauche Jean-Marc Patouillot, qu'on a convié à intervenir. Jean-Marc Patouillot est en fait co-managing partner de Partech International. Donc il aura une vision
beaucoup plus orienté vers le financement des startups et le développement. Et Stéphanie Hospital, qui travaille chez Orange en tant qu'exécutive vice-présidente audience et publicité. Donc je revois pour la deuxième fois, puisqu'elle a été membre du jury quand j'ai pitché à l'OWeb, donc ça me fait plaisir qu'elle soit là. Et Raphaël Affalo, qui a été directeur général d'OMD, pour les gens qui sont dans la pub, ça vous parlera, et également directeur général de Performix. Et Raphaël est entrepreneur aujourd'hui puisqu'il a créé une société qui s'appelle My Love Affair, qu'il a créé, qui a cofondé avec Cathy Guetta, donc la femme du célèbre David Guetta, et il nous donnera un peu sa vision de l'entrepreneuriat autour du celebrity marketing. Et enfin, Frédéric Bélier, qui est directeur général France de Radium One. Il était précédemment vice-président sales de Dailymotion, donc il a créé la régie publicitaire de Dailymotion. Et il crée aujourd'hui Radium One, qui est une filiale d'une start-up basée à la Silicon Valley, qui s'est lancée en France en début d'année. Voilà. Très bien, bon, on attaque sur le premier thème. Donc, est-ce que l'environnement social et légal, il peut permettre de réussir en France dans le digital? C'est une question qu'on se pose. Bon, on critique effectivement la fiscalité, le poids de l'État, la complexité juridique. A contrario, on a des dispositifs comme le crédit impôt recherche qui sont parfois effectivement très complexes, trop complexes probablement. Donc je vais poser la première question à Simon, qui a une expérience, un rôle de DAF. Qu'est-ce que vous pensez du dernier dispositif annoncé sur le pacte de compétitivité et notamment sur toutes les réductions fiscales, les réductions de taxes? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour favoriser l'entreprise dans le digital? Bonsoir. J'ai beau avoir un profil financier, je pense que lorsque les entrepreneurs prennent une grosse partie de leur temps pour réfléchir à de l'ingénierie financière ou pour réfléchir à quel peut être le taux dans 2 ans de ce que ça va donner, ça ne sert à rien. Donc je pense que le principal sujet, c'est ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, c'est un sujet de lisibilité pour tout le monde. C'est tout bête, mais la mesure que j'ai adorée dans ce qui a été annoncé cette semaine, c'est quelque chose que j'attendais, que j'ai toujours pas compris depuis 15 ans, pourquoi la France était le seul pays du monde qui avait des taux de TVA tordus. Donc le simple fait d'avoir des taux de TVA à 20%, 15%, 10%, 5%, c'est juste magique pour à peu près 70% des tout petits entrepreneurs qui ne savent même pas calculer une TVA et qui perdent 10% de leur semaine à essayer de faire leur déclaration de TVA. Donc ça, c'est le truc que je trouvais génial. Donc il faut le souligner quand même, parce qu'on était le seul pays européen qui n'avait pas des taux de TVA sans virgule. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, où par contre je trouve qu'effectivement ça va pas dans le bon sens, c'est que effectivement tout le système de crédit d'impôt où on peut récupérer finalement 6% d'économie de charges sociales a posteriori, ça me fait penser à un système où vous avez des commerciaux, vous leur payez en fin d'année leur commission sur leur vente, mais en fait ils n'ont rien compris pendant l'année, ils n'ont pas été motivés pendant toute l'année. Donc vous payez à la fin parce que vous n'avez pas gagné dans motivation pendant l'année. Donc c'est à peu près ça que je retiens du PLF. Alors on va passer à la deuxième question. En fait, ma deuxième question elle va s'adresser à Jean-Marc Patouillot. En fait, on connaît bien la fiscalité française, quoique. Et en fait, on voulait savoir, pour les entrepreneurs, est-ce que cette fiscalité en France, elle est véritablement dissuasive? Ou est-ce que en tant qu'entrepreneur, ça ne doit pas être un frein? Donc... Moi, je ne veux pas avoir l'air de tirer sur l'ambulance parce que ça a été largement le sport national ces 8 dernières semaines, notamment avec le mouvement assez salutaire des pigeons. Enfin, néanmoins, moi, je voulais revenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui a été fait, retiré, reproposé. Je voulais revenir à des aspects un peu fondamentaux de la fiscalité. Et pourquoi il me semble que faire un dogme de l'alignement de l'imposition des revenus d'activité ou des revenus du travail sur le revenu du capital est en soi une ineptie complète. Très rapidement, les revenus du travail ou le travail, c'est quelque chose qui est contractualisé, c'est l'objet d'un contrat où il n'est pas question d'apport d'argent. Il n'y a pas de risque inhérent, si ce n'est celui d'être un jour au chômage. Et encore, en France,
On est le pays où la protection du travail est certainement la meilleure du monde. Donc on est dans un système qui est contractuel, avec des flux qui sont réguliers, a priori mensuels. À côté de ça, le capital, c'est quelque chose qui est à peu près tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est complètement illiquide. D'abord, il faut un apport, c'est illiquide, c'est complètement incertain. Il y a cette notion de risque qui est complètement évacuée du discours, ce qui est l'illustration d'une parfaite incompréhension des métiers que l'on fait, qu'on exerce, que ce soit du côté des entrepreneurs ou du côté des investisseurs. Donc à partir du moment où ce raccourci inepte a été pris, ça a rendu les discussions entre ces deux mondes, hein, ce monde politique, très très peu familiarisé avec le monde de l'entreprise. Et ce que je dis n'a pas de connotation ni de gauche ni de droite. Je pense que le compliment s'adresse aux deux côtés. Donc une profonde incompréhension du monde de l'entreprise qui finalement vient d'un mal français qui est corrélatif à celui d'éducation. C'est-à-dire que l'entreprise est complètement sortie du discours éducatif. Enfin, quand je dis sortie, elle n'y rentre pas. Et c'est pas avant, pour la plupart d'entre nous, ceux qui suivent des études supérieures, c'est pas avant l'âge de 23-24 ans, pour les plus chanceux ou les plus doués, qu'on commence à entendre parler de ce que c'est que l'entreprise. Pour répondre à la question, la fiscalité, et sans vouloir tirer sur l'ambulance, la fiscalité en France me paraît fortement dissuasive à l'égard de l'entrepreneur. Alors rassurez-vous, c'est un discours que je tiens en France. Quand je suis à Londres, à Berlin ou à San Francisco, je nuance mon propos. On ne va pas les décourager quand même. Exactement. Donc voilà. Le bashing sur la fiscalité n'est qu'hexagonal pour ce qui me concerne. Néanmoins, j'ai répondu à la question. Et pour faire court, ou pour terminer sur une note un petit peu plus enthousiaste, j'ai entendu parler effectivement de crédit impôt recherche, de financement des jeunes entreprises innovantes. Donc c'est un atout, mais c'est pas suffisant. La deuxième note un peu plus enthousiaste, c'est effectivement la prise de conscience trop tardive du gouvernement actuel sur l'écoute des entrepreneurs. Malheureusement, le mal a été fait. Il a été fait non seulement en France, mais ça a transpiré assez largement dans les pays, en particulier anglo-saxons et dans le reste de l'Europe. Bon, ceci dit, hein, on a constaté un certain retour à la table des négociations pour aboutir malheureusement à des usines à gaz. Et je conclurai mon propos en paraphrasant, je crois que c'était Georges Pompidou, qui disait à ses ministres en conseil n'emmerdez pas les Français avec les usines à gaz. Et ça s'appliquait en particulier à la politique fiscale. Alors, justement, pour enchaîner, donc il y a quand même des notes positives. Il y a une chose sur laquelle on s'est peut-être amélioré, c'était tout ce qui est administratif lié à la création d'entreprises. Pour ceux qui ont créé des entreprises, moi j'ai créé la mienne il y a 6 ans. C'était pas simple. Il paraît que ça s'est simplifié grâce à Internet. J'ai posé la question à Raphaël, qui a créé sa société plus récemment. Est-ce que ça a été facile de créer votre société et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bonsoir. En fait, ça a pris 5 minutes puisqu'on l'a créé en Angleterre. C'était pas prévu. Mais sinon, je suis d'accord que... Pourquoi vous l'avez créé en Angleterre? Est-ce que, bon, pour des raisons peut-être évidentes liées à la fiscalité, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons en fait? Oui, alors bon, il y a l'aspect fiscal, mais en premier lieu, c'était quand même, au-delà de tous les aspects justement d'aide sur l'innovation et qu'on peut retrouver en France, mais qui me paraissent quand même très complexes. Et c'est pour ça que ce serait intéressant, on en parlait, mais il y a tellement entre la loi TEPA, la loi du travail, le CIR, etc. Il y a tellement de choses qu'on s'y perd, donc laquelle activer quand on lance une société en France en termes d'aide. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai besoin d'accompagner, je pense, l'entrepreneur comme
il y avait le CIDJ à l'époque quand on était étudiant, comme il y a l'ANPE quand on veut accompagner un chômeur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'accompagnement fait pour l'entrepreneur s'il veut avoir des aides, lesquelles se diriger. Mais au-delà des raisons financières, c'est surtout en termes de positionnement, parce qu'à un moment, il y avait une question qui était abordée sur comment sont considérés les Français. Moi, ayant créé une société, c'est vrai qu'avec le couple Guetta, qui ont un rayonnement international, et travaillant sur la musique et tout ce qui pouvait être fait autour des artistes qu'on considère comme des médias à travers leurs réseaux sociaux, leur page Facebook et leurs millions de vues sur YouTube. Mais c'est surtout quand on souhaite toucher un annonceur, un grand annonceur pour signer des deals européens, souvent en fait si on est considéré par une petite société française, c'est plus difficile d'être crédible que quand on a un siège qui est basé en Angleterre, où voilà, on va dire le centre de gravité de la musique est situé plutôt vers l'Angleterre ou les États-Unis que sur la France. Donc ça c'était une des premières préoccupations. Et puis après il y a aussi d'autres raisons. Il y a une raison qui est propre à mon métier mais qui est assez intéressante à voir. Mais ça je l'ai su après avoir créé la société. C'est que quand par exemple on fait un deal d'endorsement, donc d'image avec un artiste, si on a vendu la prestation à 100 € à une marque et qu'on doit donner un cachet à l'artiste, donc déduction de notre commission, sur la France, il peut être retoqué en salaire et donc de devoir payer de l'URSSAF, parce que c'est considéré comme un emploi et pas comme de l'exploitation d'image. Donc vous voyez, il y a encore des choses qui sont compliquées ici, alors que sur l'Angleterre, on n'a pas ce problème. Très bien. Et la prochaine question, elle va s'adresser à Frédéric Bélier et Stéphanie Hospital. Frédéric Bélier, parce qu'il il a la vision du coup plutôt française d'avoir développé le business de Dailymotion, qui est quand même l'un des fers de lance de la France. Et également une start-up Radium One, qui est une société de la silicone. Et ça nous intéressait justement d'avoir votre avis, Frédéric Bélier, sur les synergies entre start-up et grands groupes. Et ensuite, je poserai la question à Stéphanie Hospital, justement, qui est très impliquée aussi dans Dailymotion. Alors, par galanterie, je vais laisser la parole d'abord à Stéphanie, Voilà. ce qui aurait été logique. C'était sûr. Bonjour, donc Stéphanie Hospital. Alors moi je travaille dans un grand groupe depuis longtemps, mais en fait je travaille au milieu d'entrepreneurs puisque mon job au quotidien c'est d'animer un faisceau de PME Internet qui sont en France, surtout à l'international d'ailleurs, de prise de participation et de faire en sorte que ces sociétés, dans le monde de l'Internet, de la publicité digitale, travaillent ensemble et arrivent à créer des synergies avec un grand groupe. Alors on l'a fait avec Deezer, avec succès. Je pense que quand on a commencé, quand on a pris notre prise de participation avec Deezer, Deezer avait 5000 abonnés payants. Et puis on a réussi à faire une offre superbe qui a permis d'offrir ou de permettre à nos abonnés Orange de s'abonner à Deezer en payant dans le cadre de leur forfait. Donc ça a permis à Deezer d'avoir une formidable accélération en France et aussi de montrer et de développer son modèle payant, premium, avec aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés, on va dire. 2 millions, mes chiffres ne sont pas à jour, 2 millions, et surtout de le déployer à l'international. Donc on était les premiers en France à faire ça. Deezer était les premiers à le faire et à inventer le modèle de musique payante avec Orange, ce qui a été repris ensuite par Spotify, on peut le dire, par tous les autres opérateurs. Allez, on peut se faire plaisir. Et donc c'est le genre de synergie qu'on essaye de faire entre des startups innovantes et des grands groupes. Alors c'est pas toujours très simple, parce que par essence un grand groupe c'est grand, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent intervenir avec la startup. Donc souvent on essaye de mettre un peu une équipe, et c'est ce qu'on fait avec Dailymotion, qui est en charge de veiller à la bonne mise en œuvre des synergies qu'on a quantifiées généralement au moment de la prise de participation, de manière à ce que ça soit le plus factuel possible. Et cette équipe, elle est là pour aider l'entreprise dans laquelle on a pris une participation, l'entreprise du numérique quand c'est des participations à 100% d'Orange, à faire en sorte de pouvoir apporter le meilleur de l'Internet, le meilleur de la start-up à un grand groupe comme Orange, c'est-à-dire son agilité, sa capacité à aller vite. Et nous, on essaie de lui apporter le meilleur de ce que peut apporter un opérateur dans le monde des télécoms. Et généralement, c'est du savoir-faire technique, technologique, puis c'est l'accès aux clients.
via le mobile, via le réseau de distribution. Donc ça, c'est toutes les synergies qu'on essaie d'apporter. Donc le réseau de distribution, la capacité de marketing, c'est notre force. Et a fortiori, on attend des entreprises, des startups, une capacité à pouvoir aller beaucoup plus vite, faire beaucoup mieux que ce que nous, on saurait faire en développant en interne, des solutions de musique, des plateformes de vidéo. Et on est très fiers d'avoir réussi à faire ça avec Deezer, mais aussi avec Dailymotion, qui aujourd'hui bénéficie de la force de frappe d'Orange pour se développer à l'international. Et on espère arriver aussi à développer de manière beaucoup plus forte un modèle payant. Alors je vais refaire un flashback, puisque moi, mon expérience Dailymotion a commencé en 2007 au début. C'est typiquement le scénario d'une start-up française qui commence avec deux fondateurs, un très bon technicien qui est toujours là, Olivier, un peu comme chez Deezer, où le fondateur est un génie sur pattes, un geek total, et puis Benjamin Bechbaum, donc Olivier Watry et Benjamin Bechbaum, et moi j'arrive en 2007 au moment où la situation, c'est que la boîte explose en termes de croissance, d'audience, etc. Pas de revenus, pas de modèle économique. On est 20 personnes au départ. Aujourd'hui, c'est une société qui fait 120 personnes, plus, je crois. Je sais, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que 150 personnes. Voilà. Disons que Dailymotion, c'est un des grands noms du web français au niveau global. Il y a des sociétés comme Deezer, il y a des sociétés. Enfin, la France, pour revenir plus largement, je pense que la France, il faut quand même avoir pas ce complexe d'infériorité. Je pense qu'au niveau des pays européens, dans le secteur du digital, la France a certainement, pour sa taille relative, a créé un certain nombre d'acteurs qui ont un rayonnement global depuis 10-12 ans. On pourrait citer MusiWeb dans le domaine de la musique, Gilles Avinet, qui a été racheté par Microsoft. On pourrait Allociné, Deezer. Aujourd'hui, vous allez à San Francisco, vous allez au Japon. Une société dont on parle tout le temps, c'est Criteo. C'est la start-up du marché global dans le secteur du digital marketing dont on parle dans tous les pays. Parce que c'est un énorme succès. Il y a eu Mythique, il y a eu Quelcou, des noms qu'on a oubliés. Et si vous regardez l'Angleterre, citez-moi un acteur à part Last Minute qui aujourd'hui a un rayonnement global, j'en connais pas. Je connais pas de société. Donc il faut quand même se dire ça. Dailymotion, après quand vous allez aux États-Unis, les gens vont vous dire on ne sait pas si c'est un demi-succès ou un échec. Ou un semi-succès ou un semi-échec. C'est sûr, comparé à YouTube, on ne boxe pas dans la même catégorie. Mais ça a été vraiment un projet qui est né, qui a été une aventure. Moi, je fais un anglicisme, je dis c'est once in a lifetime. C'est une expérience où on ne sait pas où on est pas. On ne savait pas où on allait. On y est allé avec toute une équipe à plein, peur de rien, avec des gens brillants qui nous entouraient. Partech a été le lead investor du premier round. Tout ça a fait que ça a été une aventure absolument incroyable, fait de haut et de bas, bien évidemment, parce que ce que je dis aussi souvent, c'est que c'est très difficile. Aujourd'hui, je travaille dans une société américaine et ils regardent le marché français et, en espérant faire un boom aussi important que notre société en Angleterre, aux États-Unis. Et je leur dis, on ne peut pas planter un baobab dans un pot de 5 litres. La France, si on compare, c'est un pot de 5 litres et vous ne pouvez pas toujours faire pousser des baobabs dans un pot de 5 litres. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Vous avez tout de suite la surface, vous avez un marché commun et vous avez... on disait souvent chez Dailymotion, on aurait dû tout de suite, souvent certains entrepreneurs, je sais qu'en France se disent, et certains ils le font, se disent je vais aller créer tout de suite à San Francisco. Pourquoi? Parce que vous avez une rue qui s'appelle Adam Street, où vous êtes un jeune entrepreneur un peu geek et vous avez une idée complètement farfelue, vous êtes sûr que vous allez lever 5 millions de dollars. Dailymotion, certainement, son premier tour aurait pu, en se créant aux États-Unis, peut-être certainement non pas lever 12 millions, 12 millions à peu près, je crois que c'est un peu moins, mais sur le premier tour, aurait peut-être levé 50 millions de dollars tout de suite. Ce qui aurait forcément facilité peut-être son développement, peut-être aussi facilité sa chute. On ne sait jamais aussi les excès que les entrepreneurs peuvent avoir avec ça. Donc voilà, aujourd'hui j'ai choisi en fait de me dire, après 12 ans sur le digital, dont 2 startups, un grand groupe télécom, Tiscali, opérateur télécom, un comparateur de prix il y a 12 ans, et puis Dailymotion, je me suis dit peut-être qu'une start-up américaine, ça peut être un bon moyen de comprendre de l'intérieur en tant qu'intrapreneur et non pas entrepreneur, parce que
le fondateur est américain, mais comprendre un petit peu cette logique à San Francisco, cette logique américaine, cette peur cette non-peur de l'échec, cette culture qu'on a assez peu en France, qui est, les Américains, c'est test and learn, test and try. En France, c'est parfois un peu wait and see. Et ça, je pense qu'il faut aussi se regarder. On ne peut pas tout demander à l'État. Et voilà. Alors, justement, une autre question qui est intéressante, toujours en parlant de l'écosystème, on a évoqué l'idée de faire une Silicon Valley en France. Est-ce qu'il faut vraiment une Silicon Valley en France? Qu'est-ce que ça apporterait et comment on pourrait créer ce type de structure? Je pose la question à Grégoire. Aucune idée. Je ne suis pas développeur d'espace urbain. Non, c'est évident que quand on voit ce qui existe aux États-Unis, ce qui a existé avant le web sur Antipolis, ce qui existe, je crois que c'est David Cameron qui est en train d'aider à Londres les entreprises qui vont venir s'installer dans CityTech, je crois que ça s'appelle comme ça, avec des crédits d'impôt. Donc on peut enfoncer une porte ouverte en disant que si on regroupe des entrepreneurs du digital ou d'autres domaines dans un même endroit, il y a une unité de lieu, une unité de motivation, d'émulation qui est évidente. Maintenant, je crois aussi que je pense que c'est à souhaiter, même si je ne me suis jamais penché sur la question. Mais aujourd'hui, les distances géographiques ne sont plus des distances comme on a pu les connaître avant. Donc il y a tellement de moyens aujourd'hui de pouvoir communiquer avec, sans être obligé d'aller en Californie ou d'aller en Israël pour voir les entrepreneurs. Donc oui, c'est souhaitable. Deux, je ne pense pas que ce soit une obligation parce qu'on peut communiquer entre nous de façon plus simple sans être obligé d'être dans le même endroit. Mais oui, si c'était à faire, évidemment, je pense qu'il faudrait le faire. Très bien. Alors moi je vais passer à l'autre question et en fait cette question je pense que c'est ma préférée de la soirée. C'est ma préférée parce qu'en fait je vais m'adresser encore à vous Grégoire Lassalle. Juste pour ceux qui ne savent pas, moi je ne le savais pas par exemple, donc aucune ne va pas savoir. Grégoire Lassalle en fait a fait l'école du cirque. Et donc en fait la question qui s'adresse en fait à Grégoire Lassalle c'est sommes-nous vraiment plus pessimistes qu'ailleurs en tant qu'entrepreneurs français et en tant que même professionnels du digital? Je pense que c'est pas, enfin mon avis personnel, c'est pas en tant qu'entrepreneur. C'est que oui, mais le français, pas l'entrepreneur. On est triste, on fait la gueule, quoi. Ça, je le pense vraiment. Et le problème, c'est que ça commence à être de haut en bas. C'est-à-dire que l'opposition, si on parle politique, quelle qu'elle soit, fait tout pour miner le pays. Enfin, le fait que Mitt Romney qui perd, je sais qu'ils aiment bien faire ça, les Américains, qui 2 minutes après, même s'ils vont se foutre sur la gueule, félicite le président. Est-ce que vous avez vu Copé féliciter Hollande ou le contraire? Donc c'est déjà, ça part du haut, d'être de la rancœur, de la rancune, de l'amertume, du pessimisme, du scepticisme, je trouve plus du scepticisme. Et donc on le retrouve à tous les niveaux, donc ça va du haut, de tout en haut, jusqu'au café du commerce, le chauffeur de taxi, les employés dans entreprises. Donc je pense qu'il y a oui, je crois qu'on est vraiment... et moi, j'ai la chance d'avoir des filiales en Chine, en Russie, au Brésil, en Turquie, où nous sommes leaders, dans tous ces pays-là. Et l'état d'esprit, mais il est sans commune mesure. Les motivations sont peut-être différentes, mais l'état d'esprit au Brésil, c'est un truc invraisemblable. Donc il y a un vrai pessimisme, j'en sais rien, mais une sorte de fatalité, d'aquabonisme, c'est à quoi bon? Et on est en train d'être tous gagnés par ça, et c'est vraiment... Et en ce moment, on se le dit tous. Donc quand on se téléphone en ce moment entre des banquiers, des fonds, on se dit tous la même chose, il fait froid dehors. Donc on dit il fait froid, c'est la grande expression, il fait froid. Et à force de le se dire, il fait très froid, quoi. Et comme on sait que le 1er janvier, il fera pas chaud tout d'un coup, non, donc moi je suis très inquiet par ça. Je suis très inquiet par ce sorte de fatalisme dans laquelle on se complaît. Et je dis pas que c'est du pessimisme, je pense que c'est vraiment une sorte de scepticisme, parce que le français en tant que tel, c'est pas le mot pessimisme. On croit toujours que la merde, c'est pour les autres, quoi. Le nuage de Tchernobyl, c'est très français. Il a détourné la France. Et donc, je pense pas qu'on soit pessimiste ou qu'on ait peur, mais on fait la gueule. On est tristouné, quoi. On est un peu chauffeur de taxi en ce moment, je trouve, dans la mentalité. Donc voilà, moi, c'est vraiment le reproche que j'ai, mais on y contribue tous.
Alors, moi, avant de conclure sur ce premier thème, j'ai quand même une petite question supplémentaire. On parle des charges sur les salaires. Moi, quand je compare effectivement la situation avec des collègues dans d'autres pays, aux États-Unis en particulier, quand on parle des charges qu'on paie sur les salaires, ils sont absolument abasourdis, même si ce n'est pas tout à fait comparable. C'est vrai que dans le digital, on est sur de la haute valeur ajoutée, donc on n'est pas forcément sur une compétitivité uniquement prix. Mais est-ce que quand même c'est un problème? Alors, je ne sais pas, Jean-Marc, si vous voulez répondre à cette question, les charges sur les salaires qui sont considérables en France, parmi les plus hautes dans le monde, est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un... Enfin, je vais être un pessimiste. Désolé de revenir sur un... Oui, c'est un problème, mais je vais même je vais argumenter, je vais illustrer mon propos. On a ouvert un bureau à Berlin la semaine dernière. On fera une annonce à ce sujet dans quelques jours, quelques semaines au plus tard. Et bien entendu, ce bureau, on ne va pas le laisser vide. Donc il y a des gens qui nous ont rejoints, de valeur, des Berlinois en l'occurrence. Et puis on fait tout de suite nos comptes. Donc alors excusez-moi pour le jargon fond, mais quelqu'un qui a entre 30 et 35 ans dans notre métier, dans les fondations, c'est un senior associate. Alors, ça peut-être probablement un directeur de participation en France. Je ne vais pas dire le niveau de salaire, mais enfin, en tout cas, on a fait l'addition. En France, il nous coûte 1, je prends la casquette de la société de gestion, il coûte grosso modo 1,48 fois le salaire brut. En Allemagne, sur ce profil, on n'est pas arrivé à 1,2, on est arrivé à 1,18. Bon, voilà, il n'y a pas d'autres commentaires à faire. C'est beaucoup moins coûteux que d'ouvrir un bureau à Berlin que d'en ouvrir un à Paris. Alors, qui plus est, l'immobilier à Berlin est beaucoup moins cher. Le climat est moins bon. Abordons le sujet de la décentralisation, alors. Ouais, donc oui, c'est un vrai sujet, oui. Mais je n'ai pas plus de commentaires à faire que ça. Ok, je vous propose qu'on passe au deuxième thème. Il y a eu des informations extrêmement intéressantes sur la culture et l'état d'esprit. Sur Isaac? Ouais, en fait, c'est à toi. D'accord, très bien. Voilà, donc on a évoqué différences, des points spécifiques dans notre culture. C'est vrai que c'est un sujet important. Moi, je voudrais savoir s'il y a une différence culturelle entre une start-up en France et aux États-Unis. Et puis aussi, est-ce que les Français sont des vrais entrepreneurs? C'est une vraie question parce qu'on a beaucoup de création d'entreprises. Après, effectivement, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, même s'il y a des effets très bénéfiques. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu par défaut pour fuir le chômage. Donc, est-ce qu'on est des vrais entrepreneurs? Est-ce que, en plus, il y a des différences entre les startups en France et aux USA? Donc, je vais poser la question à Frédéric. Ah oui, c'est le piège. Culturellement, non, c'est pas ça. C'est que c'est un sujet assez vaste. Je pense que actuellement, par exemple, je participe en tant que mentor à un projet qui est la chaire innovation X et HEC. Donc c'est une formation polytechnique HEC qui a pour but, dans le cadre de leur cursus, pour ceux qui le souhaitent, de se lancer, d'avoir un accompagnement dans un projet entrepreneurial. Donc il y a une cinquantaine d'élèves qui sont en troisième année, en dernière année, enfin plus ou moins proche de leur fin, et qui sont soit des profils X, soit des profils HEC, enfin c'est 2 et 2. Et donc on est typiquement dans le sujet de l'élite française, de, a priori, ce qui se fait de mieux en termes de muscles entre les oreilles, et avec des projets souvent des idées plutôt intelligentes. Mais ce que je remarque, par exemple, c'est le premier rendez-vous que j'ai fait avec eux, c'était de se dire, donc on est répartis par groupe, il y a X groupes, je suis un de ces groupes, là, d'ailleurs c'est dans quelques jours là, le pitch. Et ce que je remarquais, c'est que le premier rendez-vous, c'est de leur demander qu'est-ce que à titre personnel, qu'est-ce que vous souhaitez faire après, etc. Sur les 4, il y en a un qui veut travailler dans le pétrole. Pourquoi? Parce qu'on gère des gens, c'est une industrie établie. Le deuxième, il veut travailler dans une salle de trading. Le troisième, il ne sait pas encore si c'est dans le conseil ou dans une salle de trading. Et le quatrième, en fait, c'est celui qui avait l'idée du projet, et donc les autres se sont regroupés. Et je pense que ça, et le directeur du programme
Share Innovation, justement, travaille depuis des années pour essayer d'instiller dans notre élite, parce que je pense que... alors, dans notre société Share One, on a la chance d'avoir 2X qui sont à San Francisco, parce que des Français qui y sont... mais c'est très très rare. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a une notion statutaire de notre rôle professionnel et pas du tout de, encore une fois, cette culture du test and try, de tout perdre. Je pense que le digital, par exemple, depuis 12 ans en France, n'a pas été une filière d'excellence, n'a pas été un endroit... Alors qu'aux États-Unis, vous sortez du MIT, vous sortez de Stanford, vous sortez d'Harvard, vous dites « fuck » à Goldman Sachs. Aujourd'hui, vous partez à la Silicon Valley. En France, non, c'est pas le cas. Et donc je pense que, enfin ça revient sur, je crois que Gilles avait un peu tout dit. Je disais Stéphanie, il va nous laisser les miettes, il va tout dire en 12 minutes, enfin en quelques minutes. Mais il y a ce sujet-là qui est important dans la culture. Il y a d'autres points, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Mais je pense que cet exemple-là, alors j'adore les 4 personnes parce qu'on s'amuse à travailler sur ce projet-là, à faire le BP, etc., etc. Par ailleurs, par exemple, un autre sujet, c'est à mon petit niveau. J'ai investi dans des projets de business angel, je sais que certaines personnes le font dans cette salle, donc c'est vraiment les early stage, les seed investments de quelques centaines ou dizaines de milliers d'euros, et je me débrouille pour trouver des investisseurs, enfin, de réunir les investisseurs sur des projets, donc j'en vois passer quelques projets comme beaucoup de gens, mais des petits projets, c'est-à-dire vraiment des early stage. Donc dernièrement on a investi, j'ai trouvé un projet qui était génial, tenu par une femme. Enfin, je le dis parce que on n'a pas parlé. Je trouve que les femmes sont très entreprenantes en France. Donc là, c'est un super projet que j'adore, un leveur de fonds a trouvé aussi à titre personnel génial. Elle a été invitée au. Non, je vais pas le dire, comme ça tout le monde va savoir chercher à savoir. Elle a été invitée au Worldwide Women's Entrepreneurship Forum, qui est sponsorisé par Dell, qui se fait tous les ans et qui se tenait à New Delhi cette année. Et c'est un petit bout de femme extraordinaire. Enfin, c'est pile poil la personne pour ce projet-là. On a lancé ce projet-là, on a levé 400 000 euros, dont 150 000 euros aux EO. Donc merci aux EO. Alors qu'elle est toute seule, enfin, maintenant ils sont 3, 4. Le projet équivalent aux États-Unis, qui a un peu moins bien en plus, vient de lever 19 millions de dollars. Ça, tout est dit, effectivement. Tout est dit dans l'histoire. Enfin, encore une fois, on ne peut pas se plaindre de tout le monde. Est-ce que les fonds, les investisseurs sont dans une logique de capital développement, de capital risque? Est-ce que nos charges, cela? Enfin, à un moment donné, l'entrepreneur, c'est l'énergie, la passion qui va faire que, ou son expertise technique qui va faire qu'il va se lancer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à l'échec en France? C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup. L'échec en France est quand même moins bien vécu qu'aux États-Unis. Voilà. Alors, juste une phrase, c'est les Goncourt, c'était les Goncourt il y a 2 jours. Et il y a une phrase que j'aime bien des frères Goncourt qui dit le succès, c'est exactement ce dominateur terrible des consciences. En France, c'est tout l'inverse. C'est l'échec, c'est le dominateur terrible des consciences. On a peur d'échouer. Et c'est vrai que c'est pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'échouer alors qu'aux États-Unis on échoue? Il y a même des conférences sur l'échec, on raconte. Alors je pense pas que. En France aussi. Mais c'est nouveau. Mais je pense. Bon, voilà, moi je vais juste parler des concours. Mais voilà. Moi, il y a un point qui me choque toujours, c'est le nombre de Français qui rêvent d'être fonctionnaires. Enfin, c'est quelque chose qui est assez unique. Les taux de gens qui veulent devenir fonctionnaires sont de façon assez incroyablement supérieurs aux taux qu'on trouve dans les autres pays. Alors c'est aussi parce que les fonctionnaires sont bien traités en France, c'est aussi pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, c'est clairement le Français est moins entrepreneur que l'Américain. Je pense que ça s'explique parce que, je sais pas, les Américains, c'est ceux qui ont franchi l'Atlantique. Nous, on est les descendants de ceux qui sont restés. C'est un premier point. Mais ça se reflète aussi même dans les risqueurs. On dit capital risque. On ne dit pas venture capitaliste. Donc je pense que, évidemment, le Français a moins envie d'entreprendre, il a plus peur de l'échec, il a plus envie d'être protégé. Enfin, oui, moi je pense que c'est assez flagrant. Ouais. Alors moi je reviens d'Israël où j'étais il y a une dizaine de jours. À chaque fois que j'y vais, je suis juste étonnée, enthousiasmée de ce qui se passe là-bas. Non pas parce que il y a beaucoup d'énergie, d'innovation, mais parce que
créer une entreprise, je dirais, c'est presque génétique. Il y a 5000 startups en Israël, c'est un marché de 7 millions d'habitants. Et moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est quand j'y vais de me faire pitcher par des... alors généralement, c'est parce qu'on s'appelle Orange, donc soit dans une logique de VC, maintenant qu'on a un fonds avec Publicis dans le capital risque, soit dans une logique de partenariat, on est toujours très intéressant pour des jeunes entreprises. Mais c'est toujours cette énergie de jeunes créateurs qui ont 18 ans qui arrivent, je viens de lever 500 000 euros, j'ai une idée, je veux faire ça. Et avec la volonté de le faire dès le départ grand. C'est-à-dire, je suis en Israël, j'ai un marché de 7 millions d'habitants, mais je vais tout de suite implanter ma boîte aux États-Unis parce que le marché il est grand là-bas. Donc si j'ai mon équipe de développement en Israël et puis mon équipe et ma commercialisation aux États-Unis, c'est bon, c'est fait. Je pense que c'est assez étonnant comme modèle. Alors il y a un livre autour de ça qui s'appelle Startup Nation pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais avant tout, c'est une envie. Et là, pour le coup, dans ce pays, on a plein de raisons d'être pessimiste, on a plein de raisons de se demander ce qui va se passer demain. Mais c'est culturellement, les gens ont envie de créer, il y a de l'énergie, on a envie de faire et on voit grand. Donc si j'ai un message à vous donner à tous, pour ceux qui veulent créer, c'est voyez grand, voyez loin, ayez envie de faire, sans vous dire, parce que des contraintes, on va tous en trouver, il y en a plein autour de nous. Et je crois que c'est dans tous les pays, c'est pareil. Hein. Donc on n'a pas la chance d'avoir un grand marché, mais enfin il y a quand même de 60 millions d'habitants, on a certes une fiscalité qui est compliquée, mais il y a quand même pas mal de mécanismes qui permettent de le faire. Et avant tout, il faut avoir envie de créer et puis peut-être de prendre en main son destin. Et c'est certainement ce qui nous manque aujourd'hui, où on a été dans un système où jusqu'à maintenant, la voie royale, c'était de faire une grande école de commerce ou d'ingénieur, d'aller dans l'administration ou dans une grande entreprise. Et aux États-Unis, le phénomène, c'est que ceux qui réussissent, c'est ceux qui quittent l'école avant d'avoir eu leur diplôme pour fonder leur boîte. Donc ça, c'est quand même c'est un phénomène assez nouveau. Et c'est vrai qu'il y a cette envie où l'entrepreneuriat, où l'entrepreneuriat aussi dans les grands groupes, il est valorisé et la prise de risque est valorisée, mais parce que aussi les gens ont envie, la réussite est valorisée. Et nous, il faut qu'on se dise que c'est pas honteux de réussir, au contraire. On va passer à la question suivante. Et en fait, cette question, elle m'est venue parce que j'ai rencontré Marc Simoncini il n'y a pas longtemps et il me disait, moi j'ai investi dans YaSound parce que c'est un vrai projet web. C'est un vrai projet web parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les start-upers en France créent en fait dans l'e-commerce et il me disait, il n'y a pas tant de projets web que ça. Il y a beaucoup de gens qui créent autour du e-commerce, sur l'achat groupé, sur le social shopping, etc. Mais personne ne crée vraiment beaucoup de projets web comme on l'a connu avec Deezer, avec Dailymotion, avec plein de startups qui sont partis d'une techno. Il y a très peu de crypto, il y a beaucoup de nouveaux sites de e-commerce qui sont des sites de e-commerce de niche. Et finalement, on n'arrive pas à innover comme on l'a fait auparavant. Et ma question, elle va s'adresser en fait à Raphaël Afflalo, c'est est-ce qu'en France, on arrive à être aussi créatif dans le digital que dans les autres secteurs? Très bonne question. Alors c'est vrai que avant de lancer My Love Affair, j'ai eu un parcours dans le digital en lançant une première agence que j'ai revendue en fait à Publicis, et donc j'y ai passé quelques années, 2 ans chez Publicis, ensuite 2 ans chez Omnicom, donc en agence créative et en agence digitale. Et c'est vrai que globalement, il suffit juste de regarder, alors c'est la créativité, mais quand on regarde sur l'ensemble des grands prix qu'il peut y avoir, les prix des festivals pour les prix de la publicité, les prix du digital, etc., il y a très peu et rarement en fait, d'agences françaises qui les remportent. Alors après, est-ce que ça vient de la créativité? C'est vrai que moi j'ai un modèle, ce qu'on n'a pas identifié, parce que dans la salle, il y a peut-être des entrepreneurs qui souhaitent toucher le grand public, donc des modèles B2C, il y a peut-être d'autres qui ont des modèles B2B, comme le mien. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est différent. On peut peut-être plus facilement réussir avec du B2B à l'étranger, comme Criteo, c'est un bon exemple. Voilà, qui est une société française, même si elle s'est implantée ensuite, elle a mis son headquarter aussi à San Francisco, mais c'est plus facile de prendre son téléphone et d'appeler une compagnie américaine et puis de vendre des services que quand ensuite on souhaite faire un site ou un service avec du paiement en ligne ou du e-commerce et de le déployer sur le monde entier. Mais sur la créativité, ça vient aussi, je pense, c'est un peu ce que tu disais, Grégoire, mais chez les annonceurs aussi, je pense ça manque. Il y a les entrepreneurs qui doivent être ambitieux et puis avides. C'est vrai que les Américains, les Anglais, etc. ont beaucoup plus la pêche.
je reviens d'Angleterre, là j'étais aussi à un forum, l'équivalent du web, tout ce qui peut être organisé, qui s'appelle Noir, et ça grouillait dans les couloirs, c'était impressionnant, c'était des flashs de présentation par 5 minutes à la limite, où les personnes ils sont à fond, ils vous attrapent par les bras, on sent vraiment une dynamique qu'il n'y a pas en France. En France, c'est vrai qu'on a un peu plus peur justement de se lancer et de voir justement les projets en grand, mais ça vient aussi en face du consommateur. C'est vrai que si le consommateur il est morose, si le grand groupe il n'ose pas se lancer sur des choses qui sont créatives et qui vont rester dans ces modèles traditionnels publicitaires, par exemple, si je parle de ma partie, forcément l'agence en face, elle n'ose pas être force de proposition, proposer des choses un peu plus innovantes, un peu plus technologiques et autres, et du coup, en fait, on tourne en rond, puisque finalement, ça empêche aussi ceux qui financent l'innovation, la technologie, c'est soit le consommateur final, soit l'entreprise. Et si elle n'est pas aussi là pour accompagner et puis donner l'input, la société peut pas être elle-même aussi innovante. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience à la fois aussi des entreprises. Je vais vous donner un petit exemple aussi. Alors c'est toujours pas lié à mon métier, mais il est aussi flagrant. Notre société a 1 an et demi, donc on a fait des opérations avec Guetta et Renault, que vous avez sûrement vu. Mais il y a à peu près 1 an, on avait identifié, parce qu'on a des personnes en interne qui sont spécialisées dans la musique, qui avaient identifié l'artiste Lana Del Rey. Si vous la connaissez, vous avez entendu. Donc il y a plus d'1 an, elle n'était pas encore connue. Mais on savait par l'industrie, le cœur du métier, que c'était une fille à fort potentiel. On a fait 3-4 rendez-vous avec des maisons de luxe françaises pour la proposer en disant investissez dessus, vous verrez, c'est une artiste qu'il faut prendre comme égérie, etc. Et puis voilà. Aucune société française ne l'a acheté. Elle a fini, là, vous la voyez partout avec H&M qui l'a acheté, en tout cas qui a signé un contrat avec elle. Il y a Jaguar aussi qui vient de signer un contrat avec elle. Donc ça montre aussi que les annonceurs français ont peur de se lancer dans des choses en fait un peu plus risquées. Et du coup, ça gèle un petit peu les développements qu'il peut y avoir. Alors, moi, pour clôturer cette partie culture, moi j'ai envie de poser la question à Grégoire. Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses, pour que les gens aient la pêche, pour que... qu'ils aillent au cinéma, ils peuvent aller au cinéma. On va pas tous les mettre sous Prozac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient envie d'entreprendre et qu'ils aient un peu plus la pêche? J'en sais rien. Je pense que j'ai parlé tout à l'heure du haut et du bas, mais c'est pareil. Je pense qu'on a besoin de gens qui soient plus simples, plus concernés. Enfin, les gens qui nous gouvernent au sens large, mais les médias aussi. Plus simples, plus concernés, plus factuels, et qui donnent une voix. Là, il y a plein de jeunes, mais c'est ce qu'on a attribué à De Gaulle à une époque. Moi, je n'ai pas très bien connu, mais voilà, une voix, une envie, un sens. Le Obama d'il y a 4 ans, voilà, une envie, et puis que derrière, au niveau local, micro-local, que ce soit dans la vie de tous les jours, parce que elle contribue à l'entreprise. La vie de tous les jours, si elle est plus agréable, on est mieux dans l'entreprise. Et là, je pense qu'en revanche, c'est un devoir individuel qu'on se doit tous d'avoir, d'être un peu moins centré sur nous-mêmes, un peu moins égocentrique, un peu moins... Je pense que c'est... Alors, j'ai l'impression que les Anglais, par exemple, ont cette culture, ils l'ont montré pendant les conflits, pendant les guerres. Et la France, pour l'instant, a du mal à se réveiller. C'est-à-dire que je pense qu'on est un peuple... L'Europe, d'une façon générale, je crois, porte bien son âge. Et ça, on le sent bien quand on voyage au Brésil, au Japon, en Australie. On voit bien qu'ils sont plus jeunes, au Canada. Et donc, on porte bien notre âge. Et à côté de ça, c'est tout ce qui va avec. C'est tous ces corporatismes, ces aides, ces subventions qui sont séculaires et qui font du mal. Mais je reviens juste sur un point, c'est qu'on parle entreprise. C'est pas une obligation d'être entrepreneur. Et moi, je vois bien au sein de mon entreprise, j'ai un comité exécutif formidable, bien meilleur que moi, mais aucun ne se sent entrepreneur. Et c'est pas une honte. Et donc, on peut être fort dans une entreprise, grosse ou petite. Il y a des gens ici qui ont été nommés directeur général ou PDG, qui ne sont pas forcément des entrepreneurs. Et moi, mon DG actuel, que j'ai nommé DG, il est bien plus fort que moi sur 40 000 trucs, mais il me le dit, je ne suis pas entrepreneur. Donc, on n'est pas obligé d'être entrepreneur. On peut être très bon dans l'entreprise, mais ce n'est pas une obligation. Voilà et certains pays, à mon avis, les Américains, c'est dans leur culture depuis le départ. Mais Israël, par exemple, on voit bien, on peut imaginer ce que c'est que ce pays. Moi, je suis allé que quelques fois. Mais c'est à la fois une passion qu'ils ont, c'est dans leur fibre, dans leur gène, mais c'est aussi une obligation par rapport à un marché qui est un timbre-poste, quoi.
Donc voilà, c'est un mélange, mais ce que je voulais dire, c'est, à mon avis, c'est individuel et collectif, le fait de se dire bon sang, on y va, allons-y, quoi. Et puis après, c'est pas obligatoire d'être entrepreneur. Du coup, je te propose d'introduire la prochaine table. Tout à fait. Donc le sujet suivant, c'est un sujet qui a été important, qu'on a identifié comme étant très important pour la réussite dans le digital, c'est le talent, la culture du talent. Et ce qui va avec, c'est la formation. Et je vais poser la première question de ce thème-là à Stéphanie Hospital. C'est finalement, pour pas que ça tourne à une séance de déprime, finalement, quels sont les talents spécifiquement français? Où est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est dans les métiers du digital? On a forcément les métiers techniques, les métiers de la création, du marketing, de la finance. Où est-ce qu'on est bon? Où est-ce qu'on... J'ai envie de dire partout. Hein. La preuve, c'est qu'on a des belles réussites. Je vais me permettre de commenter la question précédente. Quand on regarde Allociné, quand on regarde Deezer, quand on regarde Dailymotion. Dailymotion, aujourd'hui, c'est la société qui est dans le top 25 des entreprises Internet mondiales en termes de visiteurs uniques, avec plus de 120 millions de visiteurs uniques. C'est énorme. C'est-à-dire on ne le sait pas. C'est que moi, souvent, je vois des équipes de Dailymotion. Dieu sait qu'elles sont fortement à l'international et implantées à l'international, mais on a la perception que c'est une entreprise française, alors que 80% de son audience et une grande partie de son chiffre d'affaires aujourd'hui se fait à l'international. Voilà, c'est des réussites, il faut en être fier. Et je pense qu'on est capable de faire des entreprises dans le domaine du B2C. On a d'excellents ingénieurs, on a d'excellents développeurs, on a peut-être aussi d'excellents designers. On a une vraie culture de management général. Hein. C'est vrai que regardez aujourd'hui dans le CAC 40, on a des très très beaux fleurons internationaux dans le CAC 40. Est-ce qu'on a beaucoup de pays en Europe qui peuvent se targuer de ça? Donc on sait faire des réussites, on sait faire des belles entreprises internationales, mais c'est vrai que ce qui manque peut-être encore aujourd'hui, c'est la capacité à pouvoir le faire sur des entreprises de taille plus moyenne. Hein. Passer de la start-up au grand groupe international, c'est pas évident. Et pour ça, c'est important qu'on arrive à développer l'éducation. Moi, je suis frappée dans les écoles de commerce et je vais lancer dans quelques jours une chaire que Orange va faire avec une école de commerce française dans le digital. Mais je suis frappée de voir qu'il n'y en a pas plus, en fait. Que finalement, pour former des collaborateurs, des jeunes talents dans le domaine de l'Internet, on a eu besoin d'avoir une initiative privée de Xavier Niel, Marc-Louis Mouchini et Jacques-Antoine Grangeon pour créer l'école des métiers de l'Internet. Ça devrait être HEC, l'IX, Grenoble École de Management, l'EM Lyon, Dauphine, qui aurait dû faire ça. Pourquoi on ne l'a pas fait? Donc on devrait tous d'ailleurs avoir pour avoir des talents, commencer à former nos talents de demain et faire en sorte que apprendre à développer, ça soit aussi important qu'apprendre à parler anglais. Moi, si j'avais un conseil à donner à des jeunes, c'est apprenez à développer. Mark Zuckerberg, il code encore. Hein. Donc je pense que même si on n'a pas envie d'être codeur ou de développeur, c'est toujours important de comprendre. Et on a la chance en France d'avoir un solide creuset d'ingénieurs, des belles entreprises dans le monde des télécoms et du développement. Donc on a je pense, déjà la première base pour faire des entreprises innovantes. On a des très bons marketeurs, on a des très bons communicants. Les équipes pluridisciplinaires sont réunies pour faire des succès. Et là encore, le plus difficile, c'est de trouver le concept. Et ça, c'est peut-être ce qui nous manque. On est peut-être un petit peu moins créatif, innovant au sens produit que certaines entreprises ou certains pays. Mais c'est aussi parce que certainement l'innovation, elle vient souvent de la proximité entre écoles, formation, grandes entreprises. Et on a peut-être encore à faire beaucoup plus pour arriver à gérer de l'innovation et animer un peu le réseau des jeunes en école pour pouvoir avoir ces idées et puis ensuite les développer. Je vais poser du coup la même question à Frédéric Bélier sur la question du talent. Où est-ce qu'on est bon, Frédéric Bélier? Je vais passer la parole tout de suite à Simon, parce que je crois qu'il est... Non, mais je pense que Stéphanie a quand même beaucoup très bien résumé. Pour nous, en tout cas quand on regarde chez Deezer, je crois que l'avantage de sociétés
finalement comme la nôtre, c'est qu'il y a beaucoup moins de projets que dans la Silicon Valley. Donc finalement, on arrive, et les entreprises comme Dailymotion, comme Deezer, comme Criteo, Criteo, ils ont un nombre de développeurs qui est absolument hallucinant et de qualité absolument incroyable. On a la chance du coup de récupérer tous les meilleurs, puisqu'il y a moins de projets d'envergure qu'aux US. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage pour nous. Et nous, on a, alors effectivement, je pense qu'il y a moi, la mesure que je prendrais, c'est évidemment qu'il y ait des cours de code obligatoires au lycée. Ça me semble absolument vital. Même si on n'est pas obligé d'en mettre 5 heures par semaine pour tout le monde. Mais je pense que c'est vraiment important. Et effectivement, il y a des formations qui doivent se créer. C'est pas normal que ce soit des privés qui aient l'idée de lancer une école de l'Internet. Et nous, chez Deezer, globalement, du coup, on regarde pas les écoles. Alors on a aussi notre contexte qui fait que notre fondateur est quelqu'un qui a arrêté les études à 16 ans et qui a codé et qui est considéré comme le Zuckerberg français. Donc forcément, on est impacté par ça et nous, on recrute tous nos développeurs uniquement sur test. Donc on les teste et on regarde pas leur parcours. Je rajouterai quelques... Parce qu'on m'a donné la parole. Je t'ai prêté, je vais la reprendre. Alors, idem, le fondateur de Radio Moine, aujourd'hui à 30 ans, il a créé sa première boîte à 16 ans, il avait quitté l'école. Il a quelques mantras, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Dream, et je vous invite, pour certains, à télécharger une application qui s'appelle Viami, où il y a un petit peu son parcours et ses mantras, et notamment il en a une qu'il utilise souvent, c'est que quand il crée ses projets, c'est son 3e projet Radio Moine, et qui est déjà plus gros que les 2 précédents, qui ont été rachetés par Yahoo avant ça, pour 300 millions de dollars, enfin peu importe. Et aujourd'hui, il a 30 ans. Je travaille pour lui, j'en ai 40. Et il y a un truc qui me plaît beaucoup chez lui, notamment, il a une chose qui dit quand je fais des choses, tout le monde me dit laisse tomber, t'es un fou. Et lui, sa remarque en anglais, c'est de dire watch me. Voilà. Et je pense que moi, ça me bluffe, personnellement, ça me bluffe. Parce que c'est tout simple. C'est un peu, en France, on dirait quelle arrogance. Et pas du tout. Très ça. L'autre sujet, c'est le deuxième sujet dont il m'a parlé quand on commençait à travailler avec la France. Il m'a dit, au fait, tu connais une société qui s'appelle Plume, une appli qui s'appelle Plume. C'est une société qui... Alors je lui dis non, je ne connais pas. C'est une société en fait, qui a été créée par 2 ingénieurs qui sont à Toulouse, qui sont toujours à Toulouse, qui sont toujours dans un garage, qui ont eu un énorme succès, qui ont eu une Awards d'Apple il y a 2 ans. Lui connaissait, je ne connaissais pas. Pour dire à quel point la France rayonne. Dans ce que disait Stéphanie, on a des ingénieurs qui sont réputés. Chez Radio Moine aujourd'hui, on a des ingénieurs français qui sont à San Francisco. Et voilà. Le 3e point, c'est l'internationalisation des équipes. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, quand on crée une boîte et qui commence à avoir une certaine taille, 10, 30, 40 personnes, à prendre des gens à minima, même si ce n'est pas pour aller développer l'Angleterre, l'Espagne, le Mexique, etc., mais même pour travailler sur la France, d'avoir des gens qui ont au moins une expérience d'avoir vécu, s'ils ne sont pas étrangers, enfin, d'origine étrangère, c'est-à-dire, mais qui ont au moins une expérience d'avoir vécu au moins 1 an minimum. 6 mois, c'est un peu court parce qu'on a tous fait Erasmus. Donc au moins 1 an à l'étranger. Ou si ce n'est pas les étrangers, peu importe les nationalités. Je pense que c'est important d'internationaliser la culture des équipes parce que ça apporte énormément de choses qui sont difficilement palpables mais qui ont quand même un facteur. Autre point qui résonne par rapport à ce que disait Simon, c'est... alors moi je suis entrepreneur parce que je monte une filiale. Alors il faut savoir que les Américains sont très ethnocentriques, donc quand vous montez une filiale, vous avez le produit, mais bon, vous n'êtes pas le centre de priorité. Hein. Comme je dis toujours, Google France, dans Google Monde, ça pèse jamais que moins de 3% du chiffre d'affaires. Donc il ne faut pas croire que le patron de il n'est pas là, j'espère, il va me jeter des cailloux. Mais je ne pense pas que ce soit le sujet le plus important dans les priorités au niveau corporate global. Donc c'est un peu le même cas pour nous, mais on a monté la société, j'ai monté la société en début d'année, on est 13 aujourd'hui, j'ai notamment des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le digital. Mais juste la personnalité, l'un vient du conseil, il travaillait chez Ernst & Young, il allait sur des centres de production au Gabon, dans le pétrole, évaluer les risques, etc. Il fait tout un tas de choses comme ça. Et j'ai trouvé sa personnalité extrêmement intéressante. Il y en a un autre qui fait du trading média, un sujet très digital maintenant, un peu comme la financiarisation du marché des médias, qui travaille dans une boîte d'asset management qui a encore 1 mois et demi.
et qui aujourd'hui est chez nous, et j'espère pour lui, j'espère qu'il s'éclate, et voilà. En se disant, si on ne peut pas les trouver, les former dans les écoles, puisque c'est le sujet, il y a plein de gens qui ont entre 25 et 35 ans qui veulent faire des changements de carrière, faisons leur confiance. En France, vous avez, je dis souvent, si vous avez été dentiste une fois dans votre vie, vous avez arraché une dent dans votre vie, vous serez dentiste toute votre vie. On ne peut pas changer. Moi, j'ai fait ce revirement, je travaillais dans la banque d'investissement chez JP Morgan au tout début. Ça m'a plu. Puis au bout d'un moment, ça m'a plus plu. Et d'arriver à Internet, en France, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez travailler dans une laiterie, vous serez laitier toute votre vie. J'exagère, mais c'est un peu ce sujet-là. Et quand on est entrepreneur, il ne faut pas hésiter à faire pareil. Le fondateur de Dailymotion, qui est toujours un des fondateurs, Olivier Poitry, qui est toujours le CTO, c'est le même caractère. C'est-à-dire c'est un autodidacte, mais il est brillant. Et si dans un parcours traditionnel, il n'aurait jamais eu sa chance chez Alstom ou chez Capgemini en ingénierie informatique. Alors, et c'est un facteur de réussite. Je pense pas qu'en plus, je pense pas que ces gens-là, que les connaissant personnellement, enfin, je connais très bien Olivier Poitry, sa personnalité, c'est quelqu'un de très, pas du tout. Il n'est pas dans une logique de revanche ou il est pas, non, ouais. Il est juste dans une logique de dire, j'adore ça, et il est tombé dedans, c'est parti, et puis. Alors, Frédéric, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que finalement on n'a pas un problème pour reconnaître le talent? Alors je vais poser une question à la salle. Est-ce que quelqu'un connaît Bertrand Naum? Pas ça. Bertrand Naum. Donc il est un patron, le patron de MedTech. Ah ben voilà, effectivement, justement. Donc c'est une entreprise de robotique médicale. Donc on est dans l'innovation, dans le digital d'une certaine manière, qui a été classée par un magazine canadien comme l'un des 4 premiers innovateurs. Aux côtés de Steve Jobs et de Zuckerberg. Voilà. Donc est-ce que finalement on n'a pas trop est-ce qu'on n'a pas un problème de schéma de perception des gens, peut-être influencé par les grandes écoles, qui fait qu'on a de la peine à reconnaître le talent dès qu'il sort un petit peu des sentiers battus? Je vais poser la question à Grégoire Lassalle. Bertin, je peux répondre parce qu'on a eu la chance de le voir passer et qu'on est actionnaire. Il se trouve qu'à côté de ma vie d'Allociné, on a monté un petit fonds d'investissement. On est un petit fonds de 80 millions, mais qui s'amuse bien, qui travaille bien. Et donc, dans nos 18 participations depuis 3 ans, on a découvert ce monsieur et on a investi 35% dans sa boîte. Donc, on est très fiers de voir tout ce qui s'est passé. Ça nous a permis de lever un peu plus d'argent il y a 10 jours. Et c'est vrai, parce qu'il était sur une nouvelle levée. Donc ça, c'est un plaisir et ça fait du bien de sentir ça. Et c'était effectivement une pépite incroyable. C'est un type qui fait des robots pour opérer le cerveau. C'est du assez haut de gamme, mais c'est un beau métier. Et pour répondre à la question, moi, je suis assez étonné. Je ne connais pas bien ce métier, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour découvrir les talents en France sur le digital, je pense que c'est assez consanguin. J'ai l'impression qu'il y a une quinzaine de personnes qui font, non pas la loi, mais qui reçoivent tous ces dossiers. Je ne vais pas me mettre dans le top 15, je vais me mettre dans le top 30 ou dans le top 40, parce que j'ai réussi avec Allociné, donc j'en reçois pas mal. Mais c'est tous les gens dont on parle depuis tout à l'heure, hein, les Simoncini, les Niel. Et donc aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes, il y en a peut-être un peu plus quelques fonds. Mais donc ça fait une population minuscule, ce qui est déjà pas mal, d'une quarantaine de personnes ou d'institutions qui reçoivent tous les jours, ou 2 fois par jour, ou toutes les semaines, des Bertins, des dossiers. Et donc je pense que l'État ou les institutions publiques sont totalement absentes de tout ça. Moi, je ne participe à aucun cercle, aucune réunion, donc je suis sûrement très, très mauvais là-dessus. Et Gilles, qui est parti, il a sûrement des réponses là-dessus. Moi, je ne connais pas ces circuits-là, mais ce que je sais, c'est que c'est quand même pas si mal que ça, qu'il y ait une cinquantaine de personnes, entre guillemets, référentes. Et je vois toutes les petites pépites qui se créent. Ils ont la possibilité de s'adresser à Dieu. Alors, ça va être Simoncini, à Babinet, enfin ils sont nombreux, à Niel, à Jean-David Blanc avec Allociné, tout petit peu à Grégoire Lassalle, et puis à tous les autres. Et c'est assez marrant de voir que c'est, pour moi, enfin j'ai l'impression que ce sont ceux-là qui font plus les fonds, les quelques fonds, mais qui ne sont pas très nombreux non plus, j'ai l'impression. Donc des nicheurs de talent, ou trouver les talents, je ne sais pas s'il y a des structures qui le font, mais en tous les cas, j'ai l'impression aujourd'hui que des gens qui ont des idées dans le digital, je ne sais pas si ça existe dans le non-digital, mais dans le digital, les types qui ont des idées, qu'ils soient dans cette salle ou ailleurs, ils font maintenant, à la fin de la réunion, ils vont donner leur carte, et j'ai l'impression que ces 50 personnes les reçoivent. C'est déjà pas mal. Mais en plus, justement, par rapport à Bertin, j'ai lu une interview qu'il avait faite pour l'Express, ou je sais plus. Ce qui m'a marqué,
parce que j'ai retenu sa phrase qui disait, en gros, ce qui est dingue, parce que je crois que la société elle existe depuis plusieurs années, et c'est qu'il disait, ce qui est dommage, pour avoir une reconnaissance, il a fallu que je passe par les États-Unis pour me faire reconnaître en France. Donc c'est quand même assez incroyable de se dire que finalement, en France, on ignore souvent les talents, et alors même si on parle beaucoup de Jacques-Antoine Grandjean, Xavier Niel, qui sont actionnaires de ma société, mais c'est vrai qu'on ne les retrouve pas dans les personnalités françaises préférées. Alors qu'aux US, un Steve Jobs, ou alors même en Angleterre, un Richard Branson, etc., font partie des personnalités du pays. Donc en France, on a du mal. Alors ça vient aussi peut-être sûrement des médias, parce que les médias à l'étranger mettent en avant beaucoup plus l'entrepreneuriat, le patron d'une société, pardon. Alors qu'en France, bon, à part, c'est parce qu'on est quand même dans un petit écosystème, mais c'est vrai que Niel, Grandjean, etc., bon, même si on en a parlé sur leur lancement ou là dernièrement avec les pigeons, mais sinon on les voit rarement à la télé ou dans les médias en tant que personnage médiatique. Donc c'est vrai qu'il y a un problème aussi sur la reconnaissance des talents d'entrepreneurs. Moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Jean-Marc Patouillou sur la question. C'est pourquoi on attend que les Canadiens nous disent qu'on a le 4e entrepreneur le plus révolutionnaire dans le monde. Je sais pas, moi, pourquoi. Vous pouvez repréciser la question? C'est que finalement, en fait, cet entrepreneur qui est reconnu par les Canadiens comme l'entrepreneur le plus révolutionnaire dans le monde, derrière Mark Zuckerberg, derrière James Cameron, en fait, ce sont un magazine canadien qui nous le disent, et que les médias français soient incapables ou soit ne s'y intéressent pas, nous disent finalement on a un Mark Zuckerberg en France. Ouais, d'accord. Moi, je crois qu'au temps de Louis XIV, les gens aimaient beaucoup la marine, la royale à l'époque, et les gens comme Surcouf et Jean Bart, c'était des héros parce que voilà, ça a toujours fait partie de l'imaginaire collectif français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tous regarder le départ du Vendée Globe samedi, et on va se passionner pendant 80 jours ou plus pour demain, parce qu'en fait, on a appris à aimer. On a appris à aimer la mer, les gens de mer, les marins, les corsaires, les histoires d'aventure, et que on n'a pas su faire ce transfert d'amour ou d'admiration vers le monde de l'entreprise, mais ça a déjà été dit 3 ou 4 fois ce soir autour de la table. Donc, une fois de plus, je ne veux pas stigmatiser nos amis politiques, mais quand on dit je n'aime pas les riches et mon ennemi c'est la finance, c'est un très 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 mauvais message qui est envoyé, non simplement en France mais aussi à l'étranger, à l'égard des entrepreneurs. Moi j'hésite pas à le dire ce soir, c'est une honte quand on est candidat à la présidence de la République de tenir un tel langage. Et je dirais pas pour qui j'ai voté, c'est pas le sujet. Mais c'est scandaleux. On va s'en douter un petit peu, je pense. Alors, moi, je vais poser une question suivante. Justement, on a évoqué, je crois que c'est Frédéric qui le disait, sur les grandes écoles qui sont pas forcément orientées vers le digital. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais poser la question à Stéphanie. Qu'est-ce qu'on peut faire si on se projette un peu positivement pour faire en sorte que voilà, les HEC et SEC produisent des élites, des gens qui ont la tête très bien faite, mais qui s'intéressent au digital? Bon, je crois que globalement, si on est là ce soir, c'est que déjà Dauphine et l'EM Lyon ont envie que les écoles s'intéressent plus au digital déjà, donc c'est un bon signe. Je pense qu'avant tout, c'est de faire en sorte que les métiers du numérique ou la culture numérique soit enseignée dans les écoles, un peu comme vraiment un cours basique de base. C'est même plus une différenciation, c'est qu'on devrait tous l'avoir. Et puis derrière, prendre conscience que c'est dans le numérique qu'on peut créer des emplois, qu'on peut créer des entreprises. Je pense que le rapport qui vient de sortir de l'inspection sur des finances sur la compétitivité numérique montre bien que les pays qui ont... on se classe 19 dans le ranking qui a été fait sur les pays qui ont la meilleure compétitivité numérique, donc on est très très loin, hein, alors qu'on a quand même, on l'a vu, des beaux succès. Donc la création d'emplois, elle peut se faire dans le numérique, et le numérique, au-delà on a beaucoup parlé des startups, mais c'est surtout un enjeu de transformation pour toutes les entreprises, pour tous les secteurs d'activité. On n'aura pas un secteur d'activité qui ne va pas être transformé par le digital, par la numérisation.
pas un nouveau usage. J'étais il n'y a pas très longtemps à San Francisco, le paiement. Alors, en tant qu'opérateur, on est tous en train de travailler sur des systèmes de paiement en ligne, mais quand on voit la simplicité avec laquelle, avec Square, on peut payer dans un taxi à San Francisco en 2 minutes, ça montre bien que c'est encore un secteur qui va se digitaliser. C'est pareil pour le retail, c'est pareil pour tout le commerce. Donc on a, au-delà de la création d'entreprises et des startups, un enjeu fort à pouvoir appréhender cette révolution digitale et faire en sorte qu'elle soit aussi source de compétitivité pour tout notre secteur traditionnel et pour les PME. Et là aussi, on a beaucoup à faire, parce que quand on regarde dans les PME, alors il y a certains secteurs qui ont déjà été digitalisés, je pense à l'hôtellerie, la restauration, qui aujourd'hui ne peuvent plus envisager de pouvoir fonctionner sans avoir un site internet et des réservations en ligne. Mais ça va vraiment toucher tous les pans de l'industrie. Et c'est pour ça que c'est clé pour nos écoles de former et d'étudier l'impact de la digitalisation dans les modes de fonctionnement des entreprises, dans les secteurs d'activité, mais aussi pour la création d'entreprises. Je voulais justement signaler que le Lyon a un très bon parcours sur le digital, auquel on participe chez Calais Consulting d'ailleurs. Voilà, effectivement, parce que c'est rare, parce qu'on a d'autres écoles où il y a très très peu de formation sur le digital, et c'est difficile de recruter des grandes écoles avec une formation minimum en web marketing par exemple. Et pour terminer sur ce thème, et avant d'entamer le dernier, j'avais une question à Simon Balderou concernant l'internationalisation. Enfin, je sais on le sait tous que Deezer a levé 100 millions il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les autres startups qui veulent s'internationaliser? Est-ce qu'il faut forcément passer par une levée de fonds? Enfin, quel est votre avis sur le sujet? Comment on fait pour lever 100 millions? Pourquoi pas? Si vous avez la recette miracle, on est preneur. Non, un des points de l'internationalisation, on y est revenu tout à l'heure, dans ce qu'il faut faire, il faut que les équipes parlent anglais. Nous, on se lance dans 160 pays, c'est un des enjeux que, effectivement, quand on disait tout à l'heure, il faut recruter des gens qui sont internationaux. C'est fondamental. Nous, on a effectivement, en quelques mois, les 3 derniers mois, on a recruté, les 2 derniers mois, on a recruté des équipes en Australie, en Pologne, en Hongrie, au Brésil, en Turquie, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Ça, c'est en 2 mois. Donc, je vous épargne les difficultés de trouver les bonnes combinaisons pour recruter localement, en détaché, en expatrié, de toutes les formules possibles et envisageables. Mais effectivement, on a nous un enjeu d'internationalisation très très fort, puisqu'on a décidé qu'on était une marque globale, donc un peu comme les Facebook, en disant, alors l'avantage c'est qu'on a un site internet, donc tout ça, finalement, s'internationaliser, il suffit nous d'acheter les droits de diffusion de nos services pour qu'ils soient diffusés internationalement. Donc là maintenant l'enjeu il est effectivement d'aller très très rapidement dans l'ensemble des pays. C'est pour ça aussi, donc le conseil que je pourrais donner, c'est essayer de s'adosser essayer de comprendre les personnes et les partenaires que vous pouvez avoir qui ont besoin de vous. Donc c'est ce qu'on a très bien réussi avec Orange. On a réussi à trouver ce qui pouvait les aider, et eux nous ont formidablement aidés, parce que rien qu'en France, il y a des dizaines de milliers de vendeurs qui expliquent comment marche Deezer alors que c'est un produit tout nouveau. C'est inouï d'avoir cette force-là. Orange nous pousse à l'international, donc c'est énorme. Donc, ce qu'on a fait avec Orange, on le fait également avec d'autres opérateurs télécoms, avec Deutsche Telekom, avec Telenor, avec Millicom, dans une vingtaine de pays aujourd'hui. Donc on a réussi à trouver cette relation avec les telcos. On a réussi à trouver une relation assez magique avec Facebook. Donc quand vous discutez avec Facebook, ils vous disent que la première chose qu'on a envie de partager, c'est le chat. On a envie de discuter en fait à plusieurs. Donc c'est la première chose qui est sociale, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. La deuxième chose, c'est les jeux. C'est pour ça que le succès de Zynga a été incroyable, mais parce que les gens ont envie de jouer à plusieurs. Et la troisième chose que les gens ont envie de partager, c'est la musique. Donc on a aussi l'avantage d'avoir Facebook pour nous aider. Et le troisième gros support qu'on a, c'est les maisons de disques qui voient leur chiffre d'affaires qui décroît sur le marché physique de 10% chaque année depuis 10 ans. Et donc ils n'arrivent pas à voir l'issue, à part avec la révolution numérique. Donc on a la chance, nous, d'être au cœur d'un système où des énormes mastodontes ont besoin de nous. Et donc on essaie de surfer sur cette vague. Donc voilà, mon conseil, c'est trouver les partenaires qui ont besoin de vous. Je vous propose de faire un petit break avec une question Twitter.
question Twitter. Est-ce que Cédric est là? Est-ce que Cédric, tu as une question? deux même. Deux même. Ok. Il y en a qu'une, c'est ça. Laisse tomber l'autre. Hein. Donc une de Romain Singier, est-ce que les investisseurs sont trop frileux en France? Non. Alors, je pense qu'on va donner la parole à Jean-Marc Patouillot. Je crois que Romain Singer, si ma mémoire est bonne, travaille chez OMD, une agence de publicité. Non, les investisseurs ne sont pas trop frileux en France. Ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est d'avoir été probablement trop nombreux entre 2000 et 2009. Il y avait une question qui était censée m'être posée ce soir, je crois, sur... Exactement, c'est la question suivante, donc ça tombe bien. On n'est pas Voilà. synchro avec la salle, mais Génial. c'est l'osmose totale. Non, je crois que c'était quelque chose sur... Jean-Marc, Est-ce que les... Ouais. Justement, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des avis contradictoires entre les gens qui se plaignent, de dire, voilà. Ouais. Moi, Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres sur les montants levés? Est-ce que, enfin, je suis sûr que vous avez des chiffres là-dessus. Alors, on va essayer de répondre simplement à la question. C'est qu'avec des performances moyennes, c'est pas celle de Partech, avec des performances moyennes du capital risque sur les 10 derniers millésimes, légèrement négatif. Quand je dis légèrement, c'est pas... Oui, enfin négative en TRI. Qui peut dire qu'on n'a pas pris de risque? On en a pris trop. Alors c'est probablement pas la seule explication. Il y en a une autre, et c'est celle que j'allais commencer par dire, c'est qu'il y a eu trop d'argent suite à l'avènement puis l'implosion de la bulle Internet. Il y a eu trop d'argent. Par conséquent, par le jeu de l'offre et de la demande, ça a fait beaucoup monter les valorisations des sociétés. Certains entrepreneurs, fondateurs, voire business angels en ont profité. Mais l'autre raison qui explique ces mauvaises performances, c'est que les investisseurs ont mal géré le risque. Ils en ont pris, mais à mon avis, c'est pas qu'ils en ont pas pris assez, c'est qu'ils en ont pris trop. Et pour faire gagner un cheval, il faut non simplement un bon pédigré, un bon patrimoine génétique, mais il faut aussi un bon jockey. Les bons jockeys ne gagnent pas sur les mauvais chevaux et inversement. Et je pense qu'on a financé beaucoup trop de choses sans se préoccuper de valeurs fondamentales. Je pense que ça a beaucoup changé et que les boîtes maintenant sont mieux financées dans tous les sens du terme. Au niveau global de l'enveloppe d'investissement par an, est-ce qu'on est comparable à d'autres pays en France au niveau du capital risque? J'ai pas les chiffres très précis, mais je pense qu'on est plutôt mieux que les Allemands, sensiblement mieux que les Allemands, et on est sensiblement inférieur aux Anglais. Mais ceci étant dit, moi je suis assez d'accord avec un commentaire qui a été fait en tout début de séance. Moi je vais assez souvent à Londres et je pense qu'on n'a pas à rougir du nombre de sociétés qui se présentent sur le marché ou qu'on reçoit chez nous en France par rapport au marché anglais. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'argent disponible en Angleterre. Un peu plus, et dans quel ordre? C'est de 1 à 2 Moi, dans le plus monde du venture, je dirais qu'il y a probablement 2 fois plus d'argent en Angleterre qu'en France, et le même ratio entre la France et l'Allemagne. Deuxième question Twitter. Après, juste peut-être si aborder là par rapport à la question de Romain, et ça rejoint aussi ce que vous dites Jean-Marc, c'est que moi par exemple en 99 sur ma première société, donc c'était il y a 12 ans, très facilement quand on sortait de l'école, première société, et là très facilement avec mon beau-frère, on avait lancé la société tous les deux, on a levé près de 17 millions d'euros. Avec des fonds français, donc 3 fonds réputés en France, et ça s'est fait assez facilement en 3 levées successives. Et là, ce qui est marrant, c'est que c'est vrai qu'à mon avis, toutes les différentes douches froides ou échecs qu'ont pu avoir les fonds français font que maintenant ils sont beaucoup plus, c'est ressenti, sur des modèles soit qui ont déjà performé dans un autre pays, qui ont réussi aux US, etc., et qui vont financer parce que ça a déjà fait ses preuves. Et c'est vrai que je ressens moins...
cas la prise de risque sur des modèles innovants. Je vais vous donner un autre exemple maintenant, puisque là, c'est 12 ans après, j'ai un peu plus d'expérience qu'avant. Je relance ma troisième société avec Legueta, et quand j'ai fait un tour des fonds français, on m'a dit ok, c'est de la technologie, mais il y a des artistes dedans. Oh là là, c'est quand même risqué, les artistes. Donc j'ai tout de suite reculé, je suis allé voir des fonds anglo-saxons et américains, et là c'est complètement autre chose. C'est ah bah oui, là c'est les celebrity marketing cartonne, on veut avancer avec vous, etc. Donc il y a vraiment, pourtant j'ai beau avoir et l'expérience, etc. Parce que c'est un modèle un peu risqué, parce que oui, l'artiste peut à un moment, David Guetta dans 2 ans peut ne plus vendre de disques, mais il y en a d'autres derrière. C'est vrai que les fonds français vont peut-être prendre moins de risques sur le modèle s'il est trop innovant, ou en tout cas si c'est un nouveau marché. Donc je pense que c'est là-dessus où, je ne sais pas si c'est le cas pour, pas pour Partech, puisque ça je connais les investissements, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de fonds et de capital risqueurs français qui hésitent. C'est pour ça que je me suis retourné d'ailleurs vers des entrepreneurs comme Grandjean, Niel, etc., qui n'ont pas eu peur d'investir parce que c'était les premiers à se lancer sur des modèles innovants. Donc. La question sur Twitter, du coup. Oui, alors la deuxième question, c'est un point qui a été abordé au travers de l'enseignement supérieur. Donc, Michael Tartare doit savoir s'il faut revoir l'éducation de nos enfants pour créer une génération d'innovateurs différents. D'accord, alors, juste pour présenter Michael Tartare, si mes souvenirs sont bons aussi, il est senior manager chez Bearing Point. Donc la question, qui veut y répondre? Quelqu'un Frédéric? Très rapidement, en 10 secondes, moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, former les gens ou les élèves à l'innovation, je ne sais pas, parce que l'innovation elle est au coin de la rue, comme l'aventure. En revanche, ce dont je suis persuadé, c'est familiariser le monde scolaire et puis ensuite universitaire à l'entreprise. Alors là, c'est urgent, hein, c'est vraiment urgent, parce que une fois de plus, si on fait un sondage parmi les députés ou les sénateurs, combien d'entre eux savent ce que c'est qu'une entreprise? Je n'ose pas dire combien y ont travaillé, mais il y a une totale méconnaissance de ce qu'est une entreprise, comment ça fonctionne, ce qu'elle peut apporter à un pays. Alors là, c'est le déficit le plus abyssal qu'on a en France. En fait, comme on est un peu à la bourre, on va pas se le cacher, on va passer peut-être aux 2 dernières questions ouvertes pour faire le tour de table. Il est Tout déjà. à fait. Donc en fait, pour du coup sur les 2 dernières questions, pour conclure un peu cette table ronde, je te propose de le. D'accord. En fait, on avait 2 questions parce qu'on a pas mal abordé les problèmes de financement. Alors moi j'ai 2 questions. C'est comment faire de la France un pays leader si on se projette un petit peu de façon positive. Est-ce que vous avez 1 ou 2 mesures qui pourraient vraiment changer la donne en résumé? Et puis deuxième question, on va poser ces 2 questions à tout le monde. Quel conseil vous pourriez donner à tous les entrepreneurs qu'il y a dans la salle à la lumière de votre expérience? Alors, si on regarde du point de vue de gouvernement, aide, etc., pour résumer, je pense qu'il faut, si on peut apporter de la flexibilité aux entrepreneurs dans l'emploi, que ce soit quand même un peu moins rigide pour pouvoir embaucher, ou à l'inverse, se séparer d'une personne si ça ne convient pas, donc sans pour autant, et avoir peur du coup de recruter. Pouvoir récompenser aussi l'entrepreneur. C'est vrai que c'est pas assez fait, peut-être qu'il y a peut-être des choses à faire, justement une société se développe bien dans l'exportation, est-ce qu'elle peut avoir un crédit d'impôt? C'est peut-être pas des choses qui ont été envisagées, mais de les aider, de les pousser à faire plus d'exportation. Et puis après, si on regarde d'un point de vue de l'entrepreneur, si j'ai un conseil en tout cas, c'est quel que soit son parcours, on en parlait, Frédéric parlait du laitier, mais voilà, je suis passé par du marketing direct, de l'email marketing. Après, je faisais du tourisme il y a 15 ans, donc je vendais des voyages au ski. Et ensuite en agence, et là je me retrouve dans le marketing un peu celebrity, et il ne faut pas avoir peur en tout cas de se lancer. Au pire, si on se plante, on peut soit repartir et chercher un travail, soit retenter une énième entreprise. Voilà, là on en a parlé tout à l'heure, mais les Américains, je vais conclure avec ça, mais j'avais vu sur la société Rovia là, qui a lancé Angry Bird l'application. Avant de finalement lancer Angry Bird, ils avaient lancé 50 jeux sur l'Apple Store. Et c'est au bout du 50e que ça a marché. Et je pense que s'il y a un Français, au bout peut-être de la 2e ou 3e échec, il aurait arrêté.
Alors que là, bon, bah voilà, c'est encore des cas comme quoi il faut persévérer, il ne faut pas avoir peur de se lancer. En tout cas. Donc plus de flexibilité, et puis le conseil, c'est du rebond et de la persistance. Voilà, et l'agnac. Faut pas... L'agnac. Grégoire Lassalle. Plus ça va avancer vers là-bas, moins il y aura de choses à dire. Donc déjà, la plupart a été dit, donc ça vous fera gagner du temps, et à nous aussi peut-être. Mais non, des conseils au niveau des initiatives qui pourraient être prises au niveau de l'État, du gouvernement. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour répondre à cette question, donc j'en ai pas. Bien sûr il faut pouvoir inciter les gens qui entreprennent et les récompenser quand ils le font, donc pas les pénaliser. Et puis sur le conseil que je peux donner, effectivement, il faut savoir se planter. On n'a pas gagné sur tout. Moi, j'ai lancé une télé il y a 9 mois, je l'ai fermée il y a 3 mois. Mais j'ai plus appris avec ça qu'avec toute autre chose. Donc c'est de foncer, de bosser comme des malades, et surtout, à mon avis, de s'ouvrir très très vite à des conseils. Que ce soit des conseils qui mettent un peu d'argent, que ce soit des business angels, que ce soit n'importe quoi. Mais surtout, une fois qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est de très très vite ouvrir son cerveau, sa porte, parce que sinon on se plante vraiment. Et même si on est 2 amis qui font ça, ou 2 frères, il faut vraiment ouvrir. Et moi, je le vois tous les jours quand on rencontre des entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir quelqu'un avec qui on puisse jouer au ping-pong, quoi. Donc c'est le vrai conseil que je donne. Et on dit toujours, il vaut mieux avoir une petite part d'un gros gâteau que se dire, je vais tout garder, je dois garder. Il faut s'ouvrir. S'ouvrir. Jean-Marc? Je vais répondre aux 2 questions en même temps. Première question, valoriser l'entreprise, valoriser l'entrepreneur et ceux qui y sont associés. Dans l'éducation, dans les médias, si possible dans la sphère politique. Donc valoriser encore et encore l'entreprise. Pour ce qui concerne le 2e point, c'est pas à Londres, c'est pas à Berlin, c'est pas à Lisbonne qu'il faut démarrer son entreprise quand on est français, c'est en France, envers et contre tout. Il faut le faire ici, il faut se battre, parce que seuls les combats non livrés sont perdus d'avance. En revanche, même si on démarre son business en France, il faut se battre, tous les jours pour mériter le respect et la reconnaissance des médias et des politiques. Et il faut aller leur dire tous les jours. Stéphanie? Je crois beaucoup dans la force des écosystèmes. Donc c'est important qu'on arrive à créer un écosystème, un peu comme ce qu'il y a en Israël, ce qu'il y a dans la Silicon Valley, ou ce que London Tech City a pour ambition de faire à Londres. C'est un endroit où un ensemble d'éléments qui permettent aux entreprises, aux entrepreneurs, aux grands groupes, au monde de l'éducation, de se retrouver ensemble, puis avec des leviers de financement qui soient effectivement adéquats. Je voudrais citer quand même ce qu'on vient de faire avec Publicis, où on a lancé un fonds qui s'appelle Orange Publicis Venture, où là justement on essaye de montrer comment est-ce que, en innovant et en investissant dans des entreprises, on peut les accélérer parce qu'on va avoir des liens privilégiés avec des grands groupes, et on fait ça en partenariat avec Publicis. Donc ça montre aussi qu'on peut encore innover dans les modèles de financement des entreprises et créer plus de liens entre les grands groupes et les startups via le VC. Et enfin, si j'ai un conseil à vous donner, ou ceux qui veulent entreprendre, c'est qu'effectivement entreprendre, c'est prendre des risques, donc il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et on peut entreprendre aussi bien dans des grands groupes que dans des entreprises, et c'est, je pense, la même logique, c'est d'être capable de pousser les frontières, les barrières, et de se dire qu'il n'y a pas de limite, et que le marché est international, et qu'il n'y a pas de frontières géographiques pour une expansion. Premier point, je pense que, pour faire écho à ce que disait M. Jean-Luc Patouillot, je pense qu'il ne faut pas attendre trop de l'État. On a les élus qu'on mérite, il faut le savoir, on vote. Hein. Donc s'ils sont élus et qu'ils sont dans l'hémicycle, qu'ils ne sont pas bons, c'est un peu notre faute. C'est une démocratie, donc je pense que ce côté un peu, détachons-nous de ça, enfin on ne peut pas en vouloir aux gens qui sont élus par nous. Sur le modèle d'éducation, moi je fais une partie de mes études en Angleterre, et j'en ai gardé un bon souvenir, ce mix entre le français et le modèle anglais. Je ne parle pas anglo-saxon, d'accord, pas le modèle université américaine où si vous n'avez pas 80 000 $ en poche, vous n'avez pas d'études. Mais ce modèle un peu où
le modèle anglais, c'est on sort de l'université et qu'on ait fait biologie. Enfin, moi j'ai travaillé dans le monde de la banque, il y avait des gens avec moi et qui avaient fait histoire et philosophie, et on était en salle de marché. Donc je peux vous dire que au début j'étais un peu surpris, et ça marche. En fait, les anglo-saxons considèrent que si vous avez un cerveau, peu importe ce que vous avez fait avant, que vous avez étudié, on va le faire marcher pour vous. On va vous former, et ça c'est important. Et notamment le conseil aux gens qui ont des enfants ou qui ont des amis qui ont des enfants et qui ne savent pas quoi faire. Je sais que c'est beaucoup de gens qui ont entre 18 et 25 ans qui se disent qu'est-ce que je vais faire demain. Dites-leur foncez dans le digital parce que vous allez vous éclater. Je pense que sérieusement il y a un message à faire passer à la jeunesse française, c'est le digital, c'est un secteur où on s'éclate. Quand je dis on s'éclate, comme dit Grégoire, il peut y avoir des bûches. Il ne faut pas avoir peur de prendre des bûches. Mais voilà. Sur le sujet un peu comme ce soir, networking, il ne faut pas hésiter à aller voir les personnes dans la salle. Donc, et tout le temps, discuter, dialoguer, aller voir, on ne sait jamais. Il y a le facteur de la sérendipité, on parle souvent de ça, ou de la zadigacité. C'est un peu de chance et beaucoup de travail. Et un sens de direction, je crois qu'il y a un peu de ça, ça fait partie. Moi je pense que la France pâtit d'un énorme problème depuis Colbert, c'est la centralisation des esprits, la centralisation géographique. Et l'histoire des clusters, c'est un peu ça aussi. Il y a une notion un peu comme ça, Sophia Antipolis semblerait redémarrer. Je pense que cette notion de cluster géographique, en Italie, certains d'entre vous connaissent. On a tous souvenir de nos souvenirs d'études sur Porter et les clusters, notamment le modèle italien, etc. En France, il existe. Je suis toujours surpris dans Paris, par exemple, de voir qu'il y a beaucoup d'incubateurs. J'en découvre mais au coin de la rue, quoi. Il y a des groupes où il y a 450 personnes, des boîtes de 2 personnes qui sont toutes ensemble. Il y en a partout. C'est des mini-clusters. Je pense ça existe, mais peut-être qu'il y a besoin de les renforcer avec les grands groupes, voilà. Et puis, je crois que c'est un peu... si vous êtes entrepreneur, oubliez que vous n'avez aucune chance, foncez, quoi. Foncez, donc c'est le conseil. Le conseil d'ailleurs que tout le monde reprend. Donc pour terminer, Simon. Alors le conseil, c'est de trouver la bonne association. Je pense que c'est vraiment le point qui est clé. On ne réussit jamais tout seul. Je crois que les succès de Dailymotion, de Deezer montrent qu'il faut être complémentaire. Donc le technique, le businessman, ça marche toujours. Mais au-delà de ça, ce que disait aussi Grégoire, il faut trouver les bonnes personnes qui entourent. Donc il faut trouver le bon business angel du début, il faut trouver les bons conseils, il faut trouver le bon fond, parce que c'est jamais facile de faire cohabiter tout le monde derrière. Donc réfléchissez beaucoup aux personnes avec qui vous vous lancez dans vos aventures. Et je pense que c'est jamais bon d'être tout seul de toute façon. Donc ça c'est pour le conseil. Et pour la mesure, alors on a beaucoup critiqué effectivement tout ce qui se faisait en France, le gouvernement. Malgré tout, faut quand même, on n'a pas parlé du plus gros fonds d'investissement français qui doit exister, qui est l'assurance chômage, qui est quelque chose qui est assez unique au monde, et qui permet à beaucoup de gens de monter des entreprises en France. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se font. On a parlé aussi du GU, du CIR, de plein de choses. Mais in fine, l'assurance chômage aide beaucoup. Donc du coup, je n'irai pas là-dessus sur la mesure. On accueille en fin d'année 3 jeunes de 3e. Comme beaucoup d'entreprises pour des petits stages en entreprise. Ma mesure, ce serait d'obliger les professeurs de lycée et de collège de faire des semaines en entreprise. Donc c'est une très bonne conclusion. Je vous propose, comme on a 10 minutes de retard, de vous inviter au buffet qui se trouve juste à côté. On va remercier donc les intervenants qui ont fait le déplacement. Merci à tous d'avoir participé à la conférence. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine conférence. Merci.